Bien, on accueille maintenant Aurélie Belchekri. Bonjour Aurélie. Alors Aurélie, vous êtes doctorante au sein de l'université de Poitiers. Ah, vous êtes docteur, félicitations. Félicitations Aurélie, bravo, on peut l'applaudir. Voilà. Alors Aurélie, vous allez nous parler cette fois de motricité fine et globale dans l'autisme. Avec un contexte qui, comme vous le savez, avec notamment des enjeux de repérage précoce des situations, et donc de se poser la question si finalement la dimension motrice pourrait pas être un outil pour permettre de mieux comprendre les situations, de mieux les repérer, et puis d'apporter également, d'adapter des interventions. Aurélie, merci beaucoup. Merci Dominique, le maître du temps. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer. Donc, on va partir avec ma présentation. On est plus sur du comportemental, mais il y a une notion de phénotypage et de clustering qu'on abordera à la fin. Je vais commencer par remercier la Rapide de me donner l'occasion de présenter une partie des résultats de ma thèse. Je l'ai soutenue en juin dernier et elle portait sur l'analyse de la motricité chez des enfants autistes âgés entre 6 et 12 ans. Sa double originalité était d'analyser à la fois la motricité fine et globale chez les mêmes enfants, en combinant une approche qui est à la fois biomécanique et cognitive. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie des résultats de cette thèse en faisant un focus sur les troubles de l'anticipation motrice qui sont largement évoqués dans la littérature ayant trait aux perturbations du contrôle moteur dans le TSA. Cette thèse a été encadrée par Christelle Bidé-Hildéi et Laetitia Fradé à Poitiers, et a reçu le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors actuellement, le diagnostic de TSA repose donc sur une dyade symptomatique qui n'inclut pas pour l'heure d'anomalie de la motricité. Pour autant, ces troubles de la motricité sont connus et mentionnés dans la littérature depuis longtemps, depuis la découverte de l'entité clinique en 1943 par Léo Kanner, qui mentionnait que déjà plusieurs enfants présentaient une maladresse notamment au niveau de la marche, de la motricité globale. Et même certains auteurs, depuis longtemps, font des troubles moteurs un aspect cardinal de la symptomatologie clinique autistique. Dans la littérature, les anomalies du fonctionnement moteur dans le TSA peuvent concerner à la fois la motricité fine, donc c'est ce qui sollicite les petits muscles des mains et des doigts, qui peut concerner à la fois les activités de manipulation, de préhension, ainsi que l'écriture et le dessin, mais également la motricité globale, donc c'est ce qui concerne toutes les activités motrices sollicitant la participation de l'ensemble du corps. Différentes natures de tâches ont pu être proposées, vous avez quelques illustrations en exemple. Mais comment peut-on expliquer les troubles moteurs dans le TSA ? Il y a plusieurs modèles explicatifs qui ont été proposés dans la littérature. Certains auteurs postulent que les anomalies de la motricité peuvent être en lien avec des dysfonctionnements qui concernent plus particulièrement certaines zones cérébrales. On a pu évoquer le cortex frontal, les ganglions de la base, le cervelet. D'autres postulent qu'ils pourraient être consécutifs aux anomalies de la sensorialité. Enfin, certains auteurs postulent plus particulièrement des anomalies au niveau de l'anticipation, de la préparation du geste. Quand on parle d'anticipation, de quoi on parle ? D'un point de vue électrophysiologique, on peut parler de l'anticipation avec la désynchronisation liée à l'événement qui est observable au niveau central, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de puissance de certaines bandes de fréquences électrophysiologiques spécifiques environ 2 secondes avant le début du mouvement. Et c'est cette désynchronisation qui témoignerait d'une anticipation motrice qui arriverait avant le mouvement volontaire. Quand on parle d'anticipation, on peut aussi parler de planification dans le sens exécutif du terme. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est rendu possible avec des activations au niveau préfrontal. Enfin, après la sélection préfrontale, des actions nécessaires pour la réalisation d'un objectif spécifique. On a un mécanisme d'organisation interne de l'action unique qui va agir et qui est plus particulièrement supporté par les zones pariétales. Pour chaque étape, je vais vous présenter des résultats de quelques études qui ont été effectuées dans une population autiste. Tout d'abord, avec la désynchronisation liée à l'événement, la DLE,
C'est des tâches qui ont été mises au point, donc c'est des tâches de télestage bimanuel, où il était demandé aux enfants de supporter une charge, par exemple sur l'avant-bras gauche, de prendre avec la main droite cette charge et de maintenir la position de l'avant-bras avec le coude à 90 degrés. C'est des études qui ont été menées entre Marseille et Tours. Ce qu'ils ont observé, c'est que donc le trait fin qui représente cette DLE au niveau de la population typique. Donc on voit bien qu'il y a cette DLE qui est présente dans la population des enfants typiques et qui est absente, donc c'est le trait plus épais, dans la population autiste. Mais cette DLE, enfin cette anticipation avant le mouvement volontaire, elle est aussi observable en périphérique. C'est des études qui ont été menées en EMG avec le même dispositif, donc de maintien du coude au corps pendant la tâche de délestage. Les auteurs ont observé, chez les enfants neurotypiques, une réduction de l'activité du fléchisseur du biceps brachial avant la tâche de délestage, qui est absente dans le groupe des enfants TSA. Si on continue au niveau de la planification exécutive du geste, alors, il y a plusieurs dispositifs qui ont pu être utilisés. Il y a notamment beaucoup d'auteurs qui ont utilisé les temps de réaction. Là, je vous présente une tâche de Comfortable End State. Donc, la tâche, c'était de prendre l'objet et de finir, de le positionner dans le cercle avec une tâche finale, un positionnement de l'avant-bras qui soit confortable. Dans cette étude, les auteurs retrouvent, ils ont regardé les pourcentages de réussite et ils retrouvent un pourcentage de réussite dans le groupe TSA qui est inférieur. Donc, ils finissent avec plus de position inconfortable comparé à une population trouble du langage, une population neurotypique. Et au niveau de la programmation, au niveau de l'organisation interne du plan moteur, c'est des études qui sont basées sur une loi motrice qui s'applique au mouvement séquentiel, donc l'enchaînement de deux mouvements les uns après les autres, où la difficulté de la deuxième partie va influer sur la réalisation de la première partie. Là, je vous ai mis un visuel de l'étude où la tâche, c'était de prendre un objet, toujours de même taille, et de le positionner sur un espace qui pouvait être grand ou petit. Donc, au vu de la loi d'anticipation motrice, c'est la première partie en priorité du mouvement, la durée de la première partie, qui va être influencée par la difficulté de la deuxième partie. Les auteurs ont retrouvé, chez les enfants typiques que vous avez à gauche, un temps d'atteinte et de placement, avec un allongement de cette durée dans la condition difficile, la condition où il faut placer sur un petit conteneur, un endroit étroit. Chez les enfants TSA, ce que les auteurs ont observé, c'est une augmentation de la durée dans la condition difficile uniquement pour la deuxième partie du mouvement, donc qui est placée. Mais pas de différence entre conditions faciles et difficiles dans la première partie du mouvement d'atteinte. Donc il semblerait que les enfants TSA programment les séquences motrices indépendamment l'une de l'autre. Alors, les problèmes de planification, programmation, anticipation du geste sont bien identifiés dans la littérature. Mais soit les tâches proposées sont globales, c'est-à-dire issues de batteries neuromotrices, MABC, PANES, NEPSI, ce qui ne permet pas d'isoler un processus en particulier, soit les études émanent de théories très spécifiques et on arrive à tester un type de motricité, fine ou globale, séparément. Il semble que dans la littérature spécifique au dysfonctionnement moteur dans le TSA, il manque encore d'une analyse intégrative permettant d'analyser donc les différents processus que je viens de vous présenter, tout en étudiant dans quelle mesure ils peuvent être communs à la motricité fine et globale en même temps chez les mêmes enfants. Compte tenu de cette problématique, on en arrive à l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, qui est d'identifier des mécanismes susceptibles d'expliquer les anomalies du fonctionnement moteur dans le TSA qui soient communs en motricité fine et globale. Et notre hypothèse, c'est que ce mécanisme commun se situerait plus préférentiellement au niveau de la préparation du geste, anticipation, planification, programmation.
Je vais vous présenter la méthodologie générale et après je reviendrai sur la méthodologie de chaque tâche de motricité l'une après l'autre. Ma thèse faisait partie d'une étude multicentrique qui visait à caractériser la motricité chez les enfants TSA et qui impliquait à la fois des structures cliniques et de laboratoires de recherche de la région Nouvelle-Aquitaine qui étaient situés à Poitiers, Limoges, La Rochelle et Bordeaux. On a mis au point un protocole d'évaluation de la motricité chez l'enfant qu'on a appelé le PEM, où il y avait des tâches de motricité fine, 4 tâches de motricité fine, des tâches de motricité globale, d'équilibre et de locomotion. Aujourd'hui, au vu du prisme d'analyse des difficultés de la motricité portant sur l'anticipation, préparation, programmation du geste, on va faire un focus sur uniquement les tâches d'anticipation d'écriture et d'initiation de la marche. Tout d'abord, l'anticipation écriture. Alors, c'était une tâche séquentielle. Donc, il était demandé aux enfants de reproduire 2 digrammes à la suite, LL et LN, 10 fois chacun, par-dessus un modèle. Dans la tâche d'initiation de la marche, on l'a utilisée parce qu'en fait, dans cette tâche, il y a des ajustements posturaux anticipés, des APA, qui sont automatiquement engagés avant le début de la commande motrice volontaire. Il était demandé aux enfants d'effectuer 5 initiations de la marche en partant des plateformes de force qui sont situées au sol. Au niveau de la population, donc c'est toute la question de la perte de données dans ce type d'études, on a pu analyser, on a rencontré plus d'enfants, on a pu analyser les données de 55 enfants autistes et 59 enfants typiques. Ils étaient âgés entre 6 et 12 ans. Les enfants TSA recrutés avaient un diagnostic d'abord médical et on objectivait le TSA avec des scores d'ADOS et ou d'ADIA. Les enfants ne présentaient pas de déficience intellectuelle, donc ils ont été soumis à 2 subtests du WISC-5 si les données n'étaient pas présentes dans les dossiers des enfants autistes. Par ailleurs, on a proposé aux parents de remplir 4 hétéro-questionnaires, la SRS2 pour la sévérité du trouble autistique pour les parents des enfants autistes, le QTAC pour avoir une idée du fonctionnement moteur au quotidien chez ces enfants, le CONERS et la BRIF pour avoir une idée du fonctionnement attentionnel et exécutif au quotidien. Mais les enfants qui ont réussi à passer la tâche d'anticipation écriture et la tâche d'initiation de la marche, il y en a à peu près la moitié, donc c'est-à-dire qu'il y avait 27 enfants autistes et 30 enfants neurotypiques. Il y avait à peu près le même nombre de filles par groupe. Je vais vous présenter la méthodologie commune et après on reviendra pour chaque tâche. Une des particularités de cette thèse, c'est de ne pas avoir moyenné les essais par condition. On n'a pas fait une moyenne des 10 essais produits par l'enfant pour LL, idem pour LN. On a calculé, on a extrait l'essai le plus représentatif des essais de l'enfant par condition. C'est une technique qui permet d'utiliser une production réellement produite par l'enfant. Comme on a ce spectre avec une grande variabilité, notamment dans la production des enfants autistes, si on moyennait, on risquait de gommer ces différences. Donc cette technique, là vous avez un exemple, dans la tâche de motricité fine à gauche, on voit que le tracé le plus épais, c'est le tracé produit par l'enfant qui se situe au niveau du profil de vitesse, enfin de l'avancée dans les coordonnées, à peu près au milieu de toutes les productions de l'enfant. À droite, vous avez le décours temporel de ce qui a été recueilli sur la plateforme de force. On va en reparler après pour la motricité globale. On a fait des analyses statistiques différentes entre motricité fine et globale. En motricité fine, on voulait étudier l'effet de la condition. Donc on a fait du non paramétrique. Et en motricité globale, on a pu faire du paramétrique parce qu'on n'avait pas d'effet de condition. Et on voulait arriver à ce clustering, à ce phénotypage. Et du coup, on a fait, nous, des analyses en composantes principales. En motricité fine, au niveau du matériel, la tâche a été proposée sur tablette graphique avec un stylet. Il y avait un ordinateur pour commander les tâches. Et il y avait le logiciel INPen 3, la version 3, qui a été utilisé pour présenter les stimuli et recueillir les données. Alors, la tâche d'anticipation d'écriture. Comme on a vu, les contraintes des éléments à venir sont intégrées dans la première partie du mouvement. Donc on s'attendait à une augmentation de la durée du premier L
avec la difficulté de la lettre à venir. Donc c'est ce qu'on voit. La durée du premier L pour Ln est plus longue que pour LL. Mais plus particulièrement, en 2014, Kandal et Perret ont proposé de dissocier le upstroke du downstroke. Et ils se sont rendus compte que c'est le downstroke qui va varier, qui va augmenter de durée avec la difficulté de la lettre à venir. Eux, ils ont proposé 3 digrammes, LL, LE, LN, et on voit que le downstroke, la durée augmente avec la difficulté dans le sens biomécanique. C'est plus rapide d'enchaîner 2 L qu'un L, un E et un L, un N. Donc la durée augmente avec la difficulté de la deuxième lettre à venir. Au niveau des variables, on a extrait longueur, vitesse et fluidité du tracé via une métrique qui s'appelle le SPARC sur le premier L, donc en global. Et ensuite, on a dissocié pour upstroke et downstroke durée et vitesse maximale. On a fait donc des ANOVA à mesure répétée, mais nos données n'étaient pas normales, donc elles ne suivaient pas une distribution normale, donc on a été obligé de transformer les données. Les résultats que je vais vous présenter après, c'est des données transformées. Donc les valeurs en ordonnée ne représentent pas la durée exacte du tracé. Tout d'abord, je vais vous présenter les résultats pour les groupes d'enfants TSA atypiques qui ne respectent pas la loi motrice, parce que c'est une loi motrice qui est prouvée dans la littérature, mais il y a à peu près, on dit, 1/3 des personnes qui n'arrivent pas à respecter cette loi. C'est-à-dire que la durée du downstroke n'est pas forcément plus longue pour LN que pour LL. Là, je vous présente les résultats au niveau de la fluidité, la durée du upstroke et la durée du downstroke. On ne voit pas de différence entre les deux groupes. Ça veut dire que ces groupes d'enfants qui ne vont pas dans le sens de la loi motrice, on pourrait suspecter qu'ils le font un peu tous pareil. On peut aussi suspecter qu'ils n'ont pas automatisé le geste d'écriture. Maintenant, on va regarder dans le groupe des enfants autistes et typiques ceux qui respectent la loi motrice, donc ceux qui ralentissent bien sur le downstroke. On voit une différence intergroupe sur la durée du upstroke, sur la durée du downstroke. On voit que les enfants TSA, qui sont en blanc, sont bien au-dessus. Ils sont plus lents pour tracer les deux parties du mouvement. On a une interaction 10 grammes par groupe, avec pour chaque groupe une durée du downstroke, qui est logique, qui est plus longue pour LN que pour LL. Par ailleurs, on a une interaction groupe par 10 grammes au niveau de LN. Ça veut dire que les enfants TSA sont plus lents, mais quand même, cette anticipation de la difficulté sur le downstroke se fait différemment puisqu'ils tracent encore plus lentement le downstroke de LN par rapport aux enfants typiques. On peut donc voir avec ces résultats que déjà les enfants TSA sont capables d'anticiper, mais le font différemment. Et on peut se demander si cette anticipation, elle ne se passerait pas déjà dès le début du mouvement, dès le upstroke. Je vais vous présenter la motricité globale, la méthodologie, puis les résultats. Ça, c'est le type d'analyse, de visuels sur lesquels j'ai pu travailler au cours de ma thèse. Les tâches de motricité globale ont été effectuées sur plateforme de force. Vous en avez 2 bleus en bas. Et tous les mouvements des enfants ont été enregistrés avec des caméras optoélectroniques. Donc on a placé sur toutes les articulations du corps des enfants rencontrés des marqueurs qui renvoyaient des rayons lumineux aux caméras optoélectroniques. L'initiation de la marche, c'est une tâche mettant en jeu des ajustements posturaux anticipés. Les APA, comme on dit, sont des activations musculaires qui précèdent la commande motrice volontaire. Elles vont mettre le corps en situation mécanique propice pour initier le mouvement tout en assurant la stabilité. Lors des APA, au moment de l'initiation de la marche, il y a une relation entre le centre de masse que vous avez en bleu et le centre de pression que vous avez en rouge. Je précise que le centre de pression, c'est le point d'application des forces de réaction du sol. C'est différent du centre de masse. En situation d'équilibre, COM et COP sont à peu près alignés. Et lorsqu'un écart se crée, il y a une situation de déséquilibre qui apparaît. Mais déséquilibre ne veut pas dire instabilité. Ce déséquilibre est par exemple recherché lors de l'initiation de la marche pour initier le pas. Là, vous avez une autre représentation des APA, donc vue de haut. Et là, vous avez le décours temporel de l'amplitude de la force de réaction du sol recueillie par les plateformes de force, en bas.
Les mouvements du centre de pression nous ont permis d'identifier 3 moments lors des APA. L'APA onset, qui est le début de l'initiation de la marche. Le beginning unloading, où le déplacement est maximal au niveau latéral. Ça correspond à l'instant où l'amplitude de la force de réaction du sol mesurée avec la plateforme de force est maximale. Et ensuite, le foot off, qui correspond au moment où le swing foot, donc là c'est une initiation de la marche qui commence avec le pied droit, va se décoller. Et ces instants nous ont ensuite permis d'identifier 2 phases que sont la phase de chargement, avec un déplacement, on dit médiolatéral et antéro-postérieur plutôt vers l'arrière, et la phase de déchargement, où il y a un déplacement antéro-postérieur plutôt vers l'avant cette fois-ci, et médiolatéral, ce qui permet de lever le pied. Mais les plateformes de force nous ont permis de recueillir le centre de pression. Comment on va faire pour étudier le centre de masse ? Certains auteurs ont proposé de calculer la projection au sol du centre de masse. Ça s'appelle le centre de masse extrapolé, vous l'avez en bleu, le X comme P. L'initiation de la marche, par définition, c'est une condition dynamique. Et pour rendre compte de la relation entre le X comme P et le centre de pression, il a été proposé le concept de marge de stabilité. C'est une espèce de mesure instantanée de la stabilité mécanique de la personne, de la relation entre le COP et le COM. On peut la mesurer à différents instants. Nous, on a décidé de calculer la marge de stabilité au moment du lever du pied, au foot-off, parce que c'est le moment qui est le plus, par définition, instable pour les personnes. Et on l'a calculé, comme vous voyez, suivant les axes antéro-postérieur et médio-latéral. Au niveau des variables, on a analysé la différence entre les 2 groupes au niveau de la durée totale de la part. On a dissocié la phase de chargement et de déchargement. Pour la phase de chargement, on a étudié la différence entre les 2 groupes au niveau de l'amplitude normalisée du déplacement, selon les 2 axes, antéro-postérieur et médiolatéral, et la vitesse maximale qui a été atteinte. Dans la phase de déchargement, qui par définition est une phase où l'ensemble des mouvements s'effectue plutôt dans le sens médiolatéral, on a calculé cette amplitude de déplacement normalisée, on l'a normalisée avec la hauteur des enfants, et la vitesse maximale, mais uniquement sur du médiolatéral. Et la marge de stabilité qu'on a calculée selon les 2 axes. Les données, la distribution des données était non normale et on a lancé des analyses non paramétriques. Au niveau des résultats, tout d'abord, on voit donc les enfants TSA sont toujours représentés en bleu. On voit une durée des APA totale qui est plus longue pour le groupe des enfants TSA. Ils sont plus lents. Maintenant, quand on dissocie les 2 phases, on voit que cet allongement de la durée est essentiellement porté. Il y a une différence significative entre les 2 groupes lors de la phase de déchargement. Quand on regarde lors de la phase de chargement, on voit une vitesse maximale de déplacement du centre de pression qui est moindre dans le groupe des enfants TSA. Et on voit que cette vitesse ralentie s'explique plus particulièrement, le résultat est à la marge, on est à 0,08, mais plus particulièrement avec une amplitude de déplacement du COP qui est moindre. Et dans la phase de déchargement, on retrouve cette vitesse maximale de déplacement qui est toujours moindre dans le groupe des enfants TSA. À la fin, au moment du lever du pied, quand on regarde le découplage centre de pression, centre de masse, c'est pas flagrant sur mes schémas, mais l'amplitude de la marge de stabilité dans le sens médiolatéral, le découplage COP et COM est plus important dans le groupe des enfants TSA de manière significative par rapport au groupe des enfants neurotypiques. Si on récapitule ces résultats en motricité globale, il y a une durée des APA qui est plus longue. Les enfants TSA sont plus lents pour initier la marche. Il y a une vitesse de déplacement qui est moindre, et on voit que cette vitesse de déplacement qui est moindre s'explique d'abord par une amplitude de déplacement qui est plus réduite dans la phase de chargement, ce qui implique que la phase de déchargement, conséquemment, se retrouve ralentie. Donc, il leur faut plus de temps pour que le COP et le COM se rejoignent et permettent de lever le pied droit, en l'occurrence. Ce qui montre pourquoi, quand on mesure au moment du lever du pied le découplage COP-COM, ce dernier est plus important parce qu'en fait, les 2 COP et COM n'ont pas eu le temps de se rejoindre pour permettre de lever le pied.
On a tenté de mettre en commun les données de motricité fine et globale, toujours avec tant d'histoires de clustering qu'on vient juste d'aborder à la fin de ma thèse. L'analyse en composantes principales nous permet d'identifier 3 groupes d'individus, 3 clusters, partageant des caractéristiques motrices et cliniques qu'on peut mettre en commun. Voilà. Le cluster 1, on est sur un mélange à peu près 50-50 d'enfants TSA et typiques. Sur le cluster 2, il y en a moins, mais il y a plus particulièrement des enfants TSA. Et sur le cluster 3, il y a plus particulièrement des enfants typiques. Il y avait une petite erreur avant, donc là c'est réparé. Là, pour le groupe des enfants, alors je vais vous parler du cluster 1 d'abord, qui est un peu 50-50. Donc l'idée, c'était quand même de voir s'il y avait des profils d'enfants qui auraient une motricité fine et globale qui sont impactés en même temps. C'est ce qui semble ressortir. Dans le cluster 1, on est sur du 50-50. On retrouve des variables de motricité fine plus déficitaires, un tracé plus long, à la fois pour LL et pour LN. Et en motricité globale aussi, une atteinte portant sur une amplitude de déplacement ou un pic de vitesse qui est moindre par rapport aux autres clusters. Donc ce cluster 1, il aurait moins recours à ce mécanisme. Ce que j'ai obligé de préciser, c'est que sur la motricité globale, les données étaient moindres sur l'axe antéro-postérieur. Donc ce groupe a moins recours à l'axe antéro-postérieur pour la mise en mouvement et initier le premier pas. Maintenant, dans le groupe des enfants TSA, dans ce groupe, on retrouve des variables cliniques, motricité au quotidien, score attentionnel, hyperactivité, impulsivité et exécutif, le score global à la brief, qui sont supérieurs aux autres clusters et qui se situent plutôt dans la zone déficitaire, donc avec une note transformée supérieure à 70. En motricité globale, ils ont une durée de chargement plus rapide, donc il faut plus rapidement le chargement et le déchargement plus long. Ils ont aussi une marge de stabilité selon l'axe antéro-postérieur, comme le cluster 1, qui est inférieur. Donc, ils ont moins recours à ce mécanisme biomécanique de mise en mouvement selon l'axe antéro-postérieur pour initier le pas. Et le troisième cluster, qui est plus particulièrement composé d'enfants neurotypiques, ils ont des données en motricité fine et globale qui fonctionnent correctement. Ils tracent plus rapidement motricité fine, LL, LN. Ils ont une phase download qui est plus rapide et une vitesse maximale de déplacement qui est supérieure aux autres clusters. Et au niveau clinique, il ressort une meilleure motricité au quotidien, des scores d'attention, de régulation comportementale et exécutif, meilleurs par rapport aux 2 autres clusters. Dans les 2 tâches de motricité fine et globale prises séparément, on voit déjà que les enfants TSA et typiques fonctionnent différemment. L'analyse en composantes principales nous montre que des clusters semblent exister avec des difficultés impliquant à la fois la motricité fine et globale. Sans présumer à quelle étape de anticipation, planification, programmation motrice les difficultés se situent, puisque les tâches qu'on a utilisées ne nous le permettent pas très précisément, les données sont en faveur d'anomalies au niveau de la préparation motrice, sans préciser à quel niveau exactement, qui impacte à la fois la motricité fine et globale. Mais quand même, ce n'est pas exactement les mêmes préparations motrices, puisque en motricité fine, la finalité, c'est d'assurer le compromis vitesse-précision, et en motricité globale, on est sur la préparation du geste antérieur à la commande motrice volontaire, et l'objectif, c'est plutôt de préserver l'intégrité du système afin de ne pas tomber. Cette étude et ces analyses ont quelques limites. On en a discuté avant dans les présentations. On n'a pas pris en compte les co-occurrences d'autres TND que les enfants qu'on a pu rencontrer pouvaient présenter, TDAH, troubles du développement des coordinations. Donc on ne sait pas si les résultats, on ne peut pas encore statuer si les résultats que je vous ai présentés aujourd'hui sont pathognomoniques du TSA commun au TND ou l'expression d'un autre TND qui serait présent en co-occurrence chez les enfants qu'on a rencontrés. Et on n'a pas pris en compte la durée de la rééducation motrice qui a un effet indéniable sur les enfants qu'on rencontre quand on mesure leurs aptitudes en motricité. On a aussi considéré le groupe TSA comme un groupe homogène. Or, par définition, c'est un spectre et on se demande comment prendre ça en considération dans nos analyses. Et enfin, voilà, les données
en motricité fine, puisque en fait on avait, pour des considérations pragmatiques, en motricité fine, on n'avait pas de vérification online des productions des enfants. Donc on a tout recueilli et après on a écarté des enfants. Alors que si on avait mis en place cette vérification online, on aurait pu recueillir et faire des analyses sur plus de données. Et en motricité globale, on a eu beaucoup de pertes de données ou de non-possibilité pour les enfants de réaliser les tâches qu'on a proposées, puisqu'en fait c'était quand même des tâches, pour beaucoup, dans le protocole de ma thèse, qui impliquaient pour les enfants de rester plusieurs fois pendant 1 heure immobile pendant 2 secondes. Donc tous les enfants autistes ne le peuvent pas. Par rapport à notre objectif qui était d'identifier le mécanisme commun ou un des mécanismes communs à la motricité fine et globale susceptibles d'expliquer les anomalies de fonctionnement moteur, il nous reste encore à poursuivre les analyses. Et à terme, l'objectif quand même avec cette thèse et cette étude multicentrique, c'est d'arriver à identifier des tâches motrices qui puissent être discriminantes et qui pourraient être utilisées dans un processus de diagnostic. Vous avez un aperçu des membres des différents laboratoires et structures cliniques impliqués dans cette étude multicentrique. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, j'aime beaucoup ce travail, je le trouve extrêmement intéressant, sachant notamment que la motricité a été la grande oubliée, elle aussi, dans le domaine de l'autisme. Il y a très peu de temps qu'on est en train de parler de la motricité. Raison supplémentaire pour aimer ce travail. Je reconnais les gens que vous avez cités, dont je connais bien les travaux. Tout ça, c'est très bien. Mais en plus de ça, j'ai des petits problèmes parce que je reconnais pas trop certains éléments dont j'ai besoin, moi, quand je parle de la motricité. Alors, par exemple, pour l'anticipation, le pré-reaching, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'en ai pas entendu parler. Le pré-reaching, tout le monde sait ce que c'est, hein. C'est, non? Bon, c'est le fait d'adapter, avant de prendre l'objet, d'adapter sa main à la forme de l'objet. Donc, vous allez prendre comme ça, si c'est un objet oblong, vous avez pris comme ça, si c'est une balle, etc., etc. Bon, ça, il me semble que c'est un élément important de l'anticipation. Je ne le retrouve pas, il faudrait peut-être m'expliquer pourquoi. Par ailleurs, je n'ai pas entendu citer Paillard, et bien sûr, je sais bien que Paillard est derrière un certain nombre de choses et certaines personnes que vous avez citées, mais quand même, les 2 niveaux d'approche, et vous avez dit une deuxième partie, est-ce que vous vous référeriez à Paillard et sa manière justement de traiter l'anticipation quand on approche de la cible? Voilà. C'est des éléments comme ça qui me manquent un peu, mais encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Et si vous pouvez répondre à mes petits problèmes, je serai encore plus contente. Voilà. Je vous remercie pour cette question. Alors, Paillard est largement évoqué dans ma thèse. J'y fais référence notamment au niveau du contrôle moteur des morphocinèses ou des topocinèses, où il a été évoqué à plusieurs endroits. Donc, on est sur de la littérature qui remonte un petit peu, sur le contrôle du geste entre morphocinèse et topocinèse qui ne serait pas effectué de la même façon. Mais ça, c'est le cadre théorique d'analyse. Voilà. Concernant le pré-reaching, dans le positionnement de la main par rapport à l'objet... Le positionnement, c'est la prise de forme de la main, oui, avant le positionnement. Oui. Alors... ça, c'est quelque chose qui m'a intéressée avant ma thèse, mais effectivement, on n'a pas pu l'analyser, nous, avec les données de cette thèse, puisque les tâches des enfants en motricité fine, les 4, ont été effectuées sur tablette graphique
pour tester les lois d'anticipation motrice qui avaient été éprouvées dans la littérature chez les enfants typiques. Et on voudrait voir, en fait, il y a 3 lois de contrôle moteur qui ont été testées dans ma thèse et qui ont été reproduites sur tablette graphique. Après, c'est des travaux qui ont pu être effectués avec des enfants TSA. Je sais que, par exemple, il y a des études, l'étude d'Hamilton, qui a proposé à des enfants TSA de reconnaître le bon geste, donc pour voir si on se situe plutôt dans la dissociation conception-production du geste. C'est des études qui ont regardé s'il y avait un défaut de conception du geste avant la sortie motrice, dans le modèle de Rottier ou Roy and Square. Dans cette étude, ils ne retrouvent pas, donc c'était des schémas très épurés visuellement, l'enfant devait reconnaître la bonne prise. Il n'y avait pas de difficulté dans ces... Bon, je les ai présentés. Alors, il y a d'autres auteurs qui ont fait varier le contexte et qui se sont rendus compte que, en fait, les enfants TSA et les enfants neurotypiques devaient préciser si la prise, quelle était la finalité. Donc là, on est un peu plus sur de la cognition incarnée, c'est-à-dire, est-ce que c'était juste prendre un téléphone pour le soulever ou prendre un combiné pour la porter à l'oreille. Et là, il y avait moins de prise en compte du contexte chez les enfants TSA. Donc, ils répondaient toujours avec la même finalité, une tendance à répondre toujours avec la même finalité, sans dissociation, alors que la prise de la main était clairement différente et indiquait bien le geste final qui allait être différent. Mais ça, voilà, c'était pas du tout possible. Il y avait Jacqueline Faga, non, je n'ai pas eu cette chance. Oui, non, je n'ai pas eu cette chance. Merci beaucoup Jacqueline, merci beaucoup Aurélie. Merci pour cette présentation. Comme on a pris un petit peu de retard, pas du tout de votre faute Aurélie, on a pris un petit peu de retard et puis les échanges sont nourris. Merci beaucoup et on peut applaudir Aurélie, bah oui. Bravo, merci beaucoup.